Éloquence première. Malik, comment tu vas? Mouloud Achour, comment ça va? Comment t'as mûri l'idée de te dire je vais me lancer sur scène? T'en parles souvent. Tu dis que c'est lié des fois à une blessure. Au-delà de l'idée de faire un spectacle complet, je pense que l'idée de faire de la scène ou même d'entreprendre une démarche artistique. Je pourrais te poser la même question. Toi, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour que tu veuilles interviewer des gens pas connus? Non, je déconne. Faut savoir qu'il interviewe des gens très connus et que je suis le moins connu des mecs. On est pas là pour parler. Le mec, il a eu Seguela, Castaldi. Bref. Coupé. Du coup, on va la garder. Moi, initialement, quand tu retraces un peu mon parcours dans le Netflix, le biopic qui va sortir un jour peut-être, moi, j'ai toujours eu cette envie en moi de faire quelque chose d'artistique. Pourquoi? Et là, on va basculer dans la philo. Parce qu'en fait, moi, je pars du principe que tout homme avec un grand H, hein, donc femme également, vient au monde. On n'est pas là que pour subvenir à nos besoins, bosser, partir en voyage, dormir. On est tous faits pour quelque chose. On a tous un don, un talent. Pour moi, chaque être humain qui n'est pas... On est tous des artistes. Tout le monde est artiste. Je pense que l'homme naît artiste de base. Sauf artiste avec un grand A, j'ai envie de te dire. Exactement. Un artiste, pour moi, c'est pas juste un gars qui va faire du stand-up, de la chanson, de la guitare. Tu vois. Un artiste, c'est, pour moi, la définition de l'art, c'est ce qui transcende l'homme. Donc, c'est quelque part, c'est le seul moyen pour l'homme de laisser une trace de son passage sur Terre. Tu vois. Qu'est-ce qui ne demeure que l'art? Pour moi, un entrepreneur est un artiste. Absolument. Un mec qui monte une boîte est un artiste. Pour moi, l'art, c'est quoi? C'est le prolongement de ton projet personnel. C'est un prolongement de ta personne dans la sphère économique, sociale et culturelle. J'ai toujours senti que je n'allais pas être heureux dans ma vie en faisant que le parcours qui m'a été tracé, de faire des études, d'avoir un boulot. C'est ça. Ça, j'ai toujours su que, voilà. Moi, je me rappelle quand j'ai eu mon diplôme à Dauphine en 2017, pendant la cérémonie de remise de diplôme, il y avait mes parents, tu vois. Il y avait une fierté. Bien sûr, très content, mais je vois dans le regard de mes camarades de promo une espèce de sentiment d'accomplissement. Pour moi, j'étais en mode dans ma tête, chez Mélik, en vrai, je sentais que c'était le début d'un nouveau chapitre de ma vie. Je savais pas quoi exactement. En fait, si, je savais un peu exactement. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'avais un concours d'humour dans 2 semaines après ma remise de diplôme. Et tu pensais déjà à ça? Au Café Oscar, et je pensais déjà à ça, en fait. J'étais déjà habité par ça. Il y a deux trucs importants qui ont fait que j'ai fait du stand-up. Il y a eu à Dauphine, c'était un Master 1 à Paris Dauphine, je me rappelle, on a fait un court-métrage pour un cours un peu bullshit qui s'appelait Comportement organisationnel. Avec une prof qui nous regarde qui était très canon. Et on a fait un film où j'avais le rôle principal. La performance d'acteur, elle n'était pas incroyable, mais on a projeté le film dans l'amphithéâtre. Et on l'a présenté devant 300 personnes. Okay. Et mes camarades de film, d'ailleurs qui se reconnaîtront peut-être, Thomas, Marc, Étienne, qui sont très sympas, et ils ne voulaient pas parler. Donc on avait un micro, 300 personnes, ils m'ont dit tiens, prends le micro, vas-y, présente le film. Et mon premier réflexe, je prends le micro, j'ai un public, une audience, un micro, premier réflexe, j'ai de la merde, je fais des vannes. J'ai fait une vanne. Je le sentais. Je vois 200 personnes rigoler. Je dis, oh putain, c'est génial. J'en fais une deuxième, une troisième, une quatrième. J'ai fait de l'impro. C'est ce moment-là que tu daterais comme... Comme, ouais, là où j'ai vraiment la naissance du Christ. Non, j'ai quand Alors. Il fait horrible. C'est là où j'ai commencé à écrire. J'ai commencé vraiment sans faire le cliché de l'artiste tourmenté, blessé, mais c'est vraiment ça. J'ai commencé à écrire des trucs et des trucs drôles. Dans un bar un peu tard le soir. J'ai eu une période où je voulais arrêter la scène pour de bon. Mais cette fois, je bossais, j'avais mon taf et tout, tu vois. J'ai dit le stand-up, j'arrête, j'avais mis une story, c'est bon. Ce que j'allais dire. Tu l'avais mis en story d'ailleurs. Et là, je reçois un message d'Haroun, alors pas par rapport à la story, il n'y a rien à voir. Il m'a dit ouais, je fais une émission qui s'appelle Pasquinade, je vous invite à voir, c'est pour Comédie Plus et Canal Plus. Et moi, ça dirait de participer à mon émission. Et moi, je fais waouh, putain, Pasquinade, avec Haroun, un de mes humoristes préférés qui me propose d'être dans cette émission. Et du coup, dans ma tête, c'était en mode Zidane qui revient en équipe de France, qui rechausse les crampons. Oui, j'ai une image de moi un peu fantasmée. Je sais très bien que je suis loin d'être Zidane, mais laissez-moi rêver un peu. Benzema, dis-nous tout. Benzema, voilà, Benzema. Ah, par contre, non, ne me lance pas sur Benzema. Ah, là-dessus. En même temps. Là, c'est le sang. Non, lance pas. Benzema, c'est mon autre moi. D'ailleurs, je le vois après-demain, Karim. Et mon spectacle, je l'ai appelé Maintenant, parce que sous-entendu, maintenant ou jamais. Et d'ailleurs, l'affiche, c'est moi qui fume une clope, alors que je fume pas en vrai, sur un gâteau d'anniversaire. Et en gros, il y a une symbolique derrière. C'était ma question d'après. Ce spectacle, cette affiche, je l'ai vu, tout le monde l'a vu. Est-ce que tu peux nous en parler justement? On l'a vu, frère. J'adore comment tu. Frère, en fait, oui, c'est ça. Tu me fais croire que j'ai percé. J'aime beaucoup ton mindset. Vraiment, parce que moi, je me mens à moi-même et toi, tu me mens. C'est génial. On est raccord. on est dans le mensonge quelque part. C'est la symbolique, si tu veux, du temps qui passe. Oui. Et le gâteau, il coule, il fond. Oui, donc, c'est justement le temps qui passe. Moi qui fume une clope.
Pourquoi? Parce que moi je fume pas, mais en gros c'est une symbolique de l'autodestruction. Et c'est un peu sombre, tu vois, c'est pas une affiche spectacle. C'est parce que moi, au-delà du côté, parce que moi ce qui a nourri cette lumière et ce côté drôle que j'ai, c'est des blessures, c'est des choses beaucoup plus moins marrantes en fait. Donc si tu veux, c'est le côté sombre comme moteur à l'éclat et à la lumière. Et tu rajoutes la symbolique du temps qui passe et derrière ça fait mon affiche de spectacle. On parle de ce spectacle, de cette affiche, comment tu le définirais? Sincère. Pour moi, l'humour, pour moi, c'est avant tout de la sincérité. La première de mon spectacle, je l'ai faite, c'était marrant, les gens ont kiffé, mais moi j'étais un peu stressé, tu vois, c'était la première. La deuxième était beaucoup mieux, elle était incroyable. La troisième aussi, tu vois. Donc c'est un spectacle qui est en cours de construction, d'amélioration. La seule différence, c'est que les gens payent, mais ça, il faut qu'ils oublient, les gens, parce que l'argent, c'est pas... Qui aime l'argent? C'est pas tout dans la vie. Mais en vrai de vrai, c'est un spectacle que je construis de manière la plus sincère, la plus drôle, la plus efficace, avec un réel souci et un impératif de résultat. Je suis très exigeant avec moi-même. Pour moi, les gens qui viennent, ils payent 17 balles, c'est pour rire. Tu viens passer une heure. Tu viens pas pour peut-être rigoler. Non, c'est pas moi, tu viens écouter Melik. Ah non, moi pour moi, je suis personne. C'est pas les gens viennent pour écouter Melik pendant une heure. Non, frère, tu viens, c'est pour rigoler. Donc moi, tu t'as payé, je dois te faire rire. Tu vois, je dois te faire passer un bon moment et te faire rire. C'est un must, c'est pas... Bien sûr, totalement. Donc je le construis, je l'alimente de vannes, de sincérité, d'efficacité pour que les gens ressortent de là en se disant putain, on a passé un bon moment et en vrai, si on avait pu, on aurait payé même 50 €. Est-ce que les vannes, t'as la plupart qui viennent comme ça ou la plupart sont écrites ou c'est un mix vraiment des deux finalement? Très bonne question. Un spectacle d'une heure, tu ne fais pas une heure avec l'impro. À moins de t'appeler Kairon ou je sais pas. Il y a des gens qui sont forts en impro, tu vois. Mais si tu veux vraiment livrer un truc à des gens, il faut préparer. Il faut préparer à minima. Une trame. Il faut une trame. Tu es un humoriste. Tu vas raconter des choses donc, qui seront intrinsèquement subjectives. Bien sûr. Donc tu vas devoir faire rire les gens, autrui. Donc autrui, c'est quoi? C'est l'objectif. En gros, pour moi, pour la faire courte, l'humour, c'est objectiver le subjectif. Je m'explique. Tu vas prendre un matériau qui t'est personnel, tu vas le sortir de sa substance personnelle et subjective, et tu vas le jeter dans la sphère universelle. Et pour ça, il faut que tu le rendes objectif et accessible. C'est ça. Il faut que ce truc propre que tu as vécu, toi, fasse marrer même une personne qui ne te connaît pas. Parce que les gens marrants, il y en a en fait. Il y a même des gens qui sont beaucoup plus drôles que moi, avec leurs potes, tout ce que tu veux. Tout le monde peut être drôle. Mais tout le monde peut être drôle, mais pas avec n'importe qui. Ça a l'air simple quand on le voit sur scène, mais c'est un travail monstrueux. En fait. Tu montes sur scène, tu as cette prétention déjà de dire hey, je monte pour vous faire rire. Pour les gens, on t'attend en fait. C'est-à-dire tu mets la barre là. Et c'est un exercice qui est d'une violence phénoménale. C'est pour ça que moi, de base, avant, j'étais un peu dur avec les humoristes, pas drôle. Tu sais, quand je faisais pas de scène, j'étais lui, il éclatait et tout. Maintenant, quand je vois un humoriste galérer, je fais miskin. Non, je ressens parce que. Mais bien sûr. Parce que c'est. Ouais, c'est d'une violence inouïe. Ton mindset, ton mental à toi, ta façon de voir les choses, comment tu définirais ça? Comment aborder la réussite, mais comment aborder l'échec aussi? L'échec est très important. Il faut connaître l'échec pour réussir. Contrairement à ce que dit Mbappé. Je pense que son penalty raté va beaucoup l'aider. Elle l'aide plus qu'il ne le pense. L'échec pose la base du succès parce que ça t'apprend en fait à te remettre en question. Ça donne un coup à ton ego aussi. L'ego, d'ailleurs, c'est intéressant qu'on me parle parce que l'ego, c'est un élément qui est très important en fait. C'est-à-dire qu'en fait, tu dois, moi je pense très bien, je rebondis là-dessus. Pour réussir, en fait, tu dois avoir beaucoup d'ego. Tu dois croire en toi. Les gens qui ont réussi, c'est des gens en qui les gens croient. Tu vois. Sauf que avant que les gens croient en eux, qui croit en toi? Personne en fait. Donc il faut que tu te donnes ce surplus d'assurance, de confiance et de croyance en toi que autrui ne te donne pas. Et ça, tu en as besoin en phase de démarrage. Donc j'ai un ego assez important. Je crois beaucoup en moi. Je suis persuadé que je peux faire de grandes choses et que je vais faire de grandes choses. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de croire en soi. Moi, j'ai pas de souci avec les gens qui ont de l'ego. Il y a des gens qui n'ont pas. Enfin, moi, les gens qui croient en eux, qui pensent pouvoir faire de grandes choses. Après, croire en soi et rien faire derrière, c'est facile. Et ça, c'est l'ego mal placé, tu vois. Oui, mais l'ego, quand il est alimenté et nourri par du travail, des éléments tangibles, c'est Churchill, je crois, des larmes et de la sueur. C'est vraiment ça. Tu sais que je vais te dire un truc. Hein. Je pense que dans ma tête, j'ai gravé tous les gens qui m'ont vu sur scène. Ça paraît fou comme ça. Non, mais oui. Déjà, j'ai une mémoire de malade. Je retiens tout. Pour moi, ça me touche de malade. Les gens qui me... Enfin, moi, la première de mon spectacle, les gens qui sont venus, la deuxième, la troisième, genre... Parce que moi, je suis personne. Très sensible, en fait. C'est ça, un artiste, sans faire dans le cliché, même si je sais qu'il y en a qui vont se marrer là, quand je dis sensible, mais en vrai, ouais, je suis de ouf. Pour moi, c'est un truc de fou. Pour moi, c'est... Non, mais...
Voilà, par taille. À t'entendre, on sent qu'il y a une certaine sensibilité qui se dégage de tout ça. Comment tu la définirais? Il faut, pour moi, déjà, la sensibilité, c'est la base, parce que déjà, pour écrire des blagues sur le monde qui t'entoure, tu dois être sensible, hyper sensible au monde qui t'entoure, plus que la normale. De toute façon, moi, je ferai un choix à un moment donné. Là, j'ai 30 ans. Je pense à 34, 35. Est-ce que tu as une deadline, ce Ouais. que j'allais dire Alors, on me dit souvent qu'il ne faut pas en avoir. Moi, j'en ai. Soit je vois que ça commence vraiment à prendre une autre dimension. Et là, pour le coup, voilà, j'arrêterai. Ou alors, je vois que la scène, c'est un peu balbutiant, ça monte pas de ouf, ça stagne. Et là, je monte ma boîte et je me lancerai dans une autre forme de démarche artistique pour reboucler sur ce qu'on disait au début de l'interview. Une autre forme d'art qui est l'entrepreneuriat. Et ouais, je monterai ma boîte de conseil en ingénierie, dans le développement durable, dans l'hydrogène décarboné, qui est un secteur qui me passionne beaucoup. Fin d'interview, Malik. Dernière chose que je demande à tous mes invités, une anecdote que tu n'as jamais livrée, que ce soit sur les réseaux, sur YouTube, sur Snap, sur ce que tu veux. Un truc qui t'est arrivé, improbable, que tu n'as jamais raconté. C'était après un spectacle. Alors, le spectacle, c'était au Comedy Club, hein, je jouais avec plein d'humoristes. Ouais. Et c'était au Sébastopol, donc ici, dans la salle de cinéma. Et en fait, on était 4-5 humoristes à passer, tu vois. Donc, moi, d'habitude, je passe à la fin. Et là, ce jour-là, je voulais pas passer à la fin. Je passe avant-dernier, tu vois. Okay. Je passe avant-dernier. Et sur scène, je vois une meuf en public qui me regarde, qui me fixe du regard, mais genre un peu. Pas comme les autres. Ouais, elle me fixe un peu, tu vois. Et du coup, je finis mon passage, je fais 10-15 minutes, je finis, fais-le pour le prochain. Ouais. Je sors de scène. Et là, je vois la meuf qui se lève et elle me dit viens, on sort de la salle, je te parle. Pression. Je fais ouais, c'est pas, putain, peut-être que je sais pas. Moi, je suis dans la vie, je suis curieux, tu vois. moi, je suis pas farouche. Moi, je suis un mec. Tu me dis viens, je viens, tu vois, c'est action. Pardon. Tu me dis viens, je viens. Moi, mon spectacle s'appelle Maintenant, donc à un moment donné, c'est maintenant. Et on sort de la salle, et là, genre, en plus, elle est pas très grande, tu vois. Apparemment, je suis plutôt grande, tu vois. Et là, un pouce sur le mur, et elle m'embrasse. Comme ça, sans parler. Mais elle me galoche, tu vois. C'est la première fois de ma vie qu'on m'embrasse à mon insu. Donc, à mon insu. Donc moi, j'ai été déposé plainte, bien évidemment. Et non, ça. Non, en vrai, elle m'embrasse, tu vois. Et moi, j'étais un peu surpris. Et après, qu'est-ce qu'elle fait? En fait, à Sébastopol, il y a un couloir qui est long. Il y a la salle de cinéma, il y a un couloir et des escaliers pour aller à la réception. Et là, elle se barre en courant. C'est le truc auquel je m'attendais le moins. Attends, elle se barre en courant. Et là, il y a l'escalier. Et là, elle se prend le talon et se vautre sur l'escalier, tu sais, comme ça. Et moi, je suis dans un état, je sais pas si je vais. J'étais là, hey, oh, je sais pas comment. Cendrillon, elle se ramasse et repart comme ça, en boitant un peu. Et voilà. Et fin d'histoire. Merci, voilà. Malik. Mec, merci à toi. On se redit dans 4 ans. Avec grand plaisir. On se revoit dans 4 ans. Inch'Allah, avec beaucoup plus d'abonnés. Là, j'ai jamais eu autant de plaisir à faire une interview. Voilà, on a eu